Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver dans votre émission Regard sur l'économie. Aujourd'hui, nous parlerons de la mode et de son apport dans l'économie nationale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Hissène Adamou Kamara. Il est créateur et styliste de modèles. Bonsoir. Bonsoir, Romanor. Merci de répondre à notre invitation pour venir échanger autour de la mode et surtout de son apport dans l'économie nationale. Tout le plaisir est pour moi de venir ici et de pouvoir échanger avec vous, de participer à cette émission que j'ai tant l'habitude de regarder et de partager un peu autour de la mode, ce qui se passe, son apport et ses intérêts. Merci. Déjà, c'est quoi la mode? La mode, par définition, si j'essaie de copier un de nos éminents patriarches de la mode qu'on appelle Pateo, lui il dit que la mode est tout ce qui est démodé. La mode c'est un peu l'art, et l'art c'est une application à la recherche du beau. Donc notre travail consiste un peu à travailler autour de ce qui existe et autour de ce qui nous inspire pour pouvoir rendre le monde beau. Voilà. Dans le monde entier, on parle de la mode aujourd'hui comme une industrie. Vous avez tout à l'heure parlé de Pateo, ça chez nous ici en Afrique. Il y avait les Karl Lagerfeld, il y avait les Yves Saint Laurent, et il y en a d'autres également. Maintenant, ici chez nous, surtout au Tchad, peut-on parler de l'industrie de la mode? Ici, chez nous, nous avons notre mode à notre façon. Mais sinon, la mode sur le plan mondial, pour ne pas dire sur le plan planétaire, est une véritable industrie, mais qui fait entrer beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, je parle vraiment sur les grands agrégats au terme macro. C'est-à-dire, si on essaie d'évaluer un peu les secteurs, la mode est souvent soit avant l'aviation et l'automobile, soit après. Parce qu'en termes de besoins, l'être humain, je pense qu'avant même de prendre son petit déjeuner, il s'habille d'abord. On enfile n'importe quoi. Ça peut être un débardeur, un truc, avant même d'aller se brosser les dents. Donc en termes économiques, si on essaie de mesurer la masse de consommation, la mode produit énormément d'argent. En Europe, par exemple, des statistiques sont souvent faites pour pouvoir évaluer la force du secteur, et la mode fait partie du secteur le plus important. Vous avez tout à l'heure relevé l'importance de la mode, parce que le premier geste, vous l'avez si bien dit, qu'on fait le matin, c'est d'enfiler un bout de tissu, si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce que déjà la mode apporte à son créateur ou à ce styliste que vous êtes, avant d'en arriver à l'économie nationale, le thème déjà de notre émission? D'accord. Si on essaie de parler de la mode, pour nous d'autres, de façon globale, c'est un ensemble. La mode, c'est les vêtements, la mode, c'est la chaussure, la mode, c'est tout ce qui est accessoire, la mode, c'est les parfums, la mode, c'est un peu tous les bien-être. Ça va jusqu'aux esthéticiens et toutes les personnes qui font en sorte que l'être humain puisse être dans le bien-être. Bon, maintenant, pour les créateurs de mode, ceux qui travaillent dans les ateliers pour créer des vêtements, c'est un métier. Dans un premier temps, même les tailleurs qui sont au marché, c'est un métier que quand on est dedans, on n'a pas faim. On ne peut pas se lever un matin et ne pas avoir la ration de la maison, par exemple. C'est un métier qui assure du moins le panier de la ménagère. Ça, c'est garanti. Maintenant, pour essayer de voir de façon générale, ici au niveau national, la mode, elle est encore à ses débuts, on peut dire. Quand je dis ses débuts, nous ne sommes pas encore très organisés parce que jusqu'à là, la mode reste encore à un niveau très traditionnel.
Donc, nous avons encore les maîtres tailleurs comme dans les années 70 qui travaillent. Et la plupart travaillent souvent seuls ou encore en équipe. Mais la couture est faite dans un petit atelier. Il n'y a pas de règles d'industrie. Il n'y a pas une formation vraiment dense pour que les ouvriers puissent déjà s'approprier des techniques de production. Donc, c'est fait vraiment jusque-là, on peut dire, sur l'état. Il y a quelques évolutions. Déjà, le marché de la mode est devenu à la mode, surtout par les arts des spectacles. Les défilés de mode aujourd'hui font partie des événements les plus prisés à N'Djamena. Donc ça fait partie des grandes évolutions que la mode essaie d'apporter maintenant sur le plan local. Mais, comme je vous ai dit, pour nous créateurs, nous avons un métier qui nourrit son homme. Voilà. Et quel est votre apport en tant que créateur à l'économie nationale? En tant que créateur à l'économie nationale, il faudrait seulement regarder dans nos ateliers comment on fait. Nous consommons du tissu, même si après notre industrie vient de naître, nous consommons quand même énormément de tissu pour habiller beaucoup de personnes. Nous recrutons de la main d'œuvre qui nourrit plusieurs familles. Chez moi, j'ai une dizaine de familles. Tu vois, nous créons aussi de la valeur. Parce qu'à chaque fois, quand nous produisons et que nous vendons, nous créons de la valeur. Et derrière ça, nous payons également nos impôts, nous payons la patente, nous donnons quand même notre apport. Si on essaie d'évaluer un peu le secteur de la mode sans tenir compte des spécialités de façon générale, on peut se rendre compte seulement dans les marchés de demi que nous avons peut-être jusqu'à 1200 tailleurs. Les services des petites et moyennes entreprises prélèvent peut-être 12 000 francs par tête de machine. Si nous faisons N'Djamena entier, c'est-à-dire en termes économiques, il faut dire nous sommes peut-être à 5 000 ou 6 000 tailleurs. Donc, si on essaie de mesurer ça en argent, ça fait beaucoup d'argent. Ah. Ouais. Vous employez 10 personnes qui ont derrière elles 10 familles. C'est ça. Chacune. Maintenant, vous n'êtes pas seul. Oui. Il y a d'autres créateurs également. Si je ne vous demanderai pas de parler en leur nom, mais vous estimez à combien engorge l'industrie de la mode comme emploi? Il va être un peu difficile pour moi de pouvoir dire tout de suite en termes d'emploi combien ça peut regorger parce que l'État n'a jamais fait de statistiques autour de ça. Mais on peut peut-être avoir des données qui vont être très relatives au niveau des services des impôts, qui pour la plupart, je ne dirais pas que ça part entièrement dans les caisses de l'État. Voilà ce qui peut encore emboîter les calculs. Mais on peut dire que ça fait quand même plusieurs milliers de familles autour de l'industrie de la mode. Et aujourd'hui, quand on regarde au Tchad, il y a une dégradation un peu du tissu économique et il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire en sorte que ceux qui ont perdu l'éducation de base, ceux qui n'ont pas pu avoir accès aux grandes études, puissent être formés, puissent être récupérés d'une façon ou d'une autre. Et la mode continue de prendre surtout ces genres de personnes-là pour les petites mains. Même si après on a besoin de grands diplômés dans ces secteurs pour que ça puisse bouger. Tout à l'heure, vous avez parlé des tailleurs. Leur place. Ce que je porte est cousu par un tailleur. Oui. Est-ce que quand on parle de nos tailleurs traditionnels, oui, on parle également de la mode ou bien juste de couturier? Voilà, c'est-à-dire quand on dit tailleur couturier, déjà je vais essayer de lever l'équivoque sur les termes pour qu'on puisse comprendre. Quand on dit couturier, dans les pays qui connaissent un peu l'art de la mode, le couturier c'est l'artiste. C'est comme celui-là qui, à l'aide de son pinceau, peut dessiner les tableaux à sa guise. Il s'amuse pour pouvoir créer ses œuvres. Ça, c'est les couturiers. Ils ne sont pas nombreux, même en Europe. Maintenant, après, il y a d'autres types d'artistes qui, derrière, avec les pinceaux, avec les ciseaux, essaient de faire ce qu'ils peuvent. Comme par exemple, les stylistes, son travail est de créer des vêtements, surtout les stylistes de mode.
Maintenant, il y a dans cette industrie-là plusieurs autres spécialités, comme les modélistes, comme les chapeliers, comme les denteliers. Quand on dit couturière, alors c'est comme les tailleurs. Ce sont ceux-là qui sont en réalité des petites mains qui s'occupent de piquer, c'est-à-dire de coudre. Donc maintenant, dans les systèmes que nous avons, on a aussi des couturiers qui apprennent la technique de couture. Mais on les appelle des tailleurs ou encore des maîtres tailleurs en fonction de leur capacité à pouvoir donner le rendu qu'on attend d'eux. Donc la seule différence qui peut exister entre par exemple les couturiers et les tailleurs, c'est que celui-là, il prend ce qu'on lui donne, il continue par reproduire, il fait. Alors que quand tu prends les couturiers, celui-là que moi j'appelle artiste, c'est celui-là qui est capable d'aller au-delà, de pouvoir s'exprimer à travers les ciseaux, l'aiguille et la machine, d'aller au-delà de ce que le tailleur peut regarder tout de suite et se mettre à copier par exemple. Donc voilà un peu la différence. Donc nous avons des tailleurs que vous allez voir peut-être depuis 20 ans, ils font toujours les mêmes kaftanes avec quelques petits changements, mais ça reste la même chose. Alors que quand vous regardez les grands défilés par exemple de ces grands artistes, vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça là, est-ce qu'on peut porter? C'est un peu les fruits de l'imagination, les fruits de la créativité. Et c'est ça qui fait un peu la différence. C'est-à-dire quand un couturier, un créateur, un styliste s'exprime, il est en train de dire, regardez, c'est ce que je suis capable de faire avec les tissus, avec les ciseaux. Même les tailleurs est émerveillé. J'allais justement vous poser la question sur ce dernier aspect que vous avez soulevé. Quand on regarde les défilés, les habits portés, les créations présentées, on se demande, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se demande tous, est-ce que ces habits-là, on peut les porter? Vous avez participé récemment à un défilé de mode à 10. Vous avez également participé à une activité panafricaine à Durban. Donc là-bas, les créations présentées, ce ne sont pas les mêmes créations que j'emporte pour être dans des... venir au boulot, par exemple, aller dans certaines cérémonies traditionnelles et autres. Est-ce que ces habits, comme vous l'avez dit, c'est pour exprimer un art ou bien c'est pourquoi? Ouais, c'est au-delà du simple porté. C'est d'abord du dessiner, du couper. Et maintenant, en fonction des idées qu'on s'est fait, vous allez voir que cette salle, elle vit de la mode. Vous allez voir comment les rideaux sont faits et sont agencés. Vous allez voir tout autour, même sur les caméras qui sont en train de rouler, vous allez voir quelque part, il y a des touches de couture. Maintenant, l'industrie de la mode, elle alimente le cinéma, elle alimente le théâtre, elle alimente l'art du spectacle. Et tout ce que nous sommes en train de faire, il faudrait que quelque part quelqu'un réfléchisse. Et il va au-delà du simple porté que les tailleurs nous font chaque jour. Et en faisant ceci, l'industrie du cinéma s'alimente, l'industrie du théâtre s'alimente, les dramaturges trouvent leur part, et c'est tout un ensemble de choses. Il y a des tenues qu'on fait qui restent simplement dans notre galerie des arts. On appelle ça des collections d'art. Maintenant, il y a au-delà de ça, les prêt-à-porter que les gens portent. Maintenant, quand on a un défilé haute couture, vous allez voir que les tenues qu'on fait, c'est des tenues uniques, qui ne sont pas également des tenues qui ressemblent à des tenues qu'on porte chaque jour. Si vous regardez un peu les tapis rouges, pour la plupart, quand vous voyez les stars habillées, il y a toujours une touche. Il y a des vêtements qui sont quand même assez extraordinaires, parfois extravagants, parfois plus fins, parfois plus sexy. C'est l'esprit de l'imagination et du travail. Maintenant, quand on parle de prêt-à-porter, ce sont les séries maintenant. Au niveau de l'industrie, on essaie de travailler les vêtements que n'importe qui peut porter. On ajoute juste des petites touches pour que les tenues puissent être un peu originales. Après, on fait les patrons, on divise les spécialités. Maintenant, chaque tailleur, chaque piqueur, chaque truc, dans son domaine, il a un morceau de travail. Et puis, on fait les chaînes. Quand on va faire ton boubou, on va les faire par centaines. Ça veut dire que tu vas sortir dans la route, tu vas trouver 100 autres personnes porter les mêmes boubous, avec les mêmes designs, avec les mêmes trucs, mais c'est seulement avec des tailles différentes. Donc, voilà un peu la différence entre les tenues qu'on fait et qu'on essaie de présenter sans réfléchir, sans penser à ce que les gens vont dire. C'est pour dire, ça c'est ce qu'on peut faire. Et puis l'autre, c'est pour porter.
Maintenant, ça, on peut porter aussi, mais les occasions sont spécifiques. Les stars, ils les portent quand il y a peut-être de grands balles. Maintenant, d'autres, c'est quand ils sont sur scène. D'autres, c'est pour vraiment monter des pièces de théâtre. D'autres, c'est pour les films. D'autres, c'est pour les dramaturges. Et chacun trouve son compte. Voilà. Vous qui êtes dans ce métier, vous êtes pratiquement tous des jeunes. Il y a vous, il y a Sylvie, il y a Zenaba, il y a tant d'autres. Mais vous êtes tous des jeunes, mais est-ce que vous pensez que vos créations sont accessibles? Est-ce que tout le monde, comme on part chez le tailleur d'à côté, on peut également venir chez vous? Oui, en fait, après, ça dépend aussi de la conception des personnes. Parfois, les gens ils vont penser tout simplement que chez nous, c'est peut-être un peu plus cher. Alors, je pense que c'est relatif aussi. C'est-à-dire, quand on essaie de bien faire, il y a le coût de la qualité qui s'ajoute, mais on n'est pas assez cher que ça. Parfois, c'est la différence de 1000 francs, de 2000. Parfois, les marchés peuvent même être plus chers que nous. Mais maintenant, il faudrait essayer. Il faudrait essayer. Bon, après, moi, par exemple, je suis même sur la ligne de prêt-à-porter qui vont être bientôt très accessibles. Voilà. Vos produits, vous les trouvez où? Sur place ou vous les commandez? La plupart, surtout la matière première, on la commande. On vient d'avoir quelques tissus, disons, on a peut-être quelques gammes, mais qui ne nous permettent pas de nous exprimer dans les besoins du Tchadien. Mais maintenant, il faut un travail de promotion pour que les Tchadiens commencent par consommer local. Sinon, on est obligé d'acheter des tissus d'ailleurs, parce que c'est ce que les gens aiment. Et comme nous sommes une entreprise qui doit fonctionner, on est obligé d'importer vu qu'on n'a pas d'industrie. Mais tout le reste du travail, on essaie de faire ici. On essaie de former des gens ici localement. On essaie de faire en sorte que toutes ces personnes qui travaillent puissent nourrir leur famille avec ce qu'on produit. Maintenant, on utilise aussi les produits que nous avons ici, comme les tissus de la NSTT, mais le reste, ça vient d'ailleurs, malheureusement. Et parlant de la formation des créateurs, de tailleurs, de modélistes et autres, est-ce qu'il y a une structure en dehors de vos ateliers dans lesquels vous formez certaines personnes? Pas beaucoup, c'est vrai, parce que pour avoir beaucoup, il faut une école. Est-ce que vous, les créateurs, vous les stylistes, avez-vous pensé à la création d'une école pour pouvoir au moins non seulement créer local, mais former localement afin de créer? Oui, bon, la difficulté que nous avons pour tous les métiers, pour tous les métiers qui demandent de la spécialisation, ici à N'Djamena, il n'y a pas d'école des métiers. Et ça, c'est vraiment une question que le gouvernement doit prendre à bras le corps pour que vraiment qu'on puisse avoir de la main-d'œuvre qualifiée localement pour pouvoir travailler, mais sur tous les domaines, que ce soit en menuiserie, en mécanique, il n'y a pas d'école. À part les lycées techniques industriels qui essaient de faire un peu. On a vraiment besoin de ces écoles-là parce qu'il est clair que maintenant que la formation que nous acquérons à l'école est déjà obsolète. La fonction publique est déjà saturée. Et toutes ces personnes qui sortent de l'école, après la fin de leur cursus, ils sont encore au niveau zéro, c'est-à-dire zéro expérience. On essaie de chercher une solution à travers l'ONAPE avec la direction de l'insertion des diplômés sans expérience et tout. Mais il faut se dire que le travail, il est là. On a besoin d'écoles qui forment des gens qui vont directement aller sur le terrain pour travailler. C'est-à-dire des expériences montrent que nous recrutons des plâtriers d'ailleurs, que nous recrutons, comment dirais-je, des carreleurs d'ailleurs. Et c'est la même chose pour les tailleurs. Tout ce qu'on a ici, c'est des gens qui ont appris vraiment par hasard, je peux dire, parce que les techniques sont complètement anciennes. Et c'est même ces anciens maîtres qui ont appris auprès du colon, pour la plupart, ont disparu. Maintenant, les jeunes apprennent vraiment par hasard. Si le maître est très mal formé, il ne peut que former de mauvais produits. Donc moi, j'ai pensé à faire mon école de formation qui va ouvrir en janvier, vers mi-janvier. J'espère qu'on va essayer de donner aussi un petit coup de main pour que ça puisse marcher en ce sens. Mais sinon, il n'y a pas de grandes structures qui forment vraiment de façon très sérieuse ici. Espérons en tout cas que cette école soit le leitmotiv de la prochaine mode tchadienne. Quand on parle de Burkina Faso, quand on parle de Faso d'Anfani, on dit directement Burkina Faso. Ouais. Mais quand on parle du Tchad, on dit quoi?
C'est une question. J'ai essayé de faire un peu un travail de recherche autour de ça en 2018, où j'ai essayé de faire un peu tous les septentrions. Et j'ai fait également la zone méridionale. Et j'ai essayé de faire ce travail de recherche. Pour ce qui est tissu, on en a. Hein? Donc il faut dire que au centre, il y a déjà les Adjaraï qui ont les Gabak. Vous allez vers le sud, vous allez voir qu'il y a les Moudang et les Peuls qui ont les Godons. Et il y a également les Kotoko. Donc, je n'ai pas tous les noms, mais chacun a déjà tissé à la base. Maintenant, ce qui manque, c'est quoi? C'est vraiment des véritables techniques de promotion. Il faudrait qu'il y ait des véritables techniques de promotion. Il faut également pérenniser les connaissances, les compétences, et puis les affiner. Donc, le tissu qui est produit par toutes ces personnes, avant surtout, au début des années 50-60, vous allez voir qu'ils s'habillaient quand même. Et puis vous allez voir que toutes les générations avaient une façon de s'habiller et c'est fait à partir des tissus locaux parce qu'on n'en a pas. Après, les gens exportaient un peu de l'Orient. Les tissus venaient, les polyesters venaient, il y avait quand même des robes qui ont été créées qui peuvent aussi être des tenues identitaires s'il y a une promotion. Mais les tissus est là, aujourd'hui il y a les Cotimaf qui essaient de travailler sur les tissus, mais ça n'est pas suffisant. Les Tchadiens ne s'approprient pas pour faire de ça des tenues identitaires ou encore des pans identitaires, mais ça existe. On va peut-être travailler encore, faire un peu de promotion pour que ça puisse s'approprier, mais ça existe. Si on dit Gabak, c'est le même tissu teinté, comment dire, c'est le même pain tissé que le Burkina a. Peut-être que nous avons même un peu plus tôt, mais que nous, on ne s'est pas investi. Là-bas, c'est un peu l'institutionnalisation de Thomas Sankara qui lui a donné plus de force. Les Burkinabés se sont appropriés. Ils ont fait de ça des tenues officielles. Donc, du coup, quand il y a un Burkinabé qui voyage partout, il a toujours son façon d'enfanner. Il y a une communication qui est un peu forcée, qui s'est intensifiée par le temps et qui a fait de ce tissu un tissu burkinabé. Il y a une coopérative de femmes tisserandes à Farsha. Ouais. Cette coopérative fait le même travail que font les Burkinabés. Ouais. Est-ce que vous, en tant que créateur, styliste, est-ce que vous vous êtes approché de ces femmes-là pour prendre le tissu, voir sa qualité et concevoir quelque chose? J'ai parlé de ça tout à l'heure. C'est le Cotimaf, c'est ça, comment dirais-je, la coopérative de tisserandes. Elles font du bon boulot, mais elles sont parfois très limitées. Elles ne sont pas capables de produire en quantité pour servir les marchés. Et puis, leurs produits ne sont pas aussi achetés, ce qui fait que les femmes sont en train de fuir ces centres-là et il ne reste que quelques courageuses qui ne nous permettent pas d'avoir de la quantité pour pouvoir produire en grande partie. Ou même si on a besoin peut-être de 10-20 pour produire peut-être 10-20 tenues, il faudrait peut-être attendre plusieurs mois. Elles sont aussi limitées par le problème des filatures. Elles n'ont pas les fils, elles sont obligées d'attendre que le Burkina donne. Maintenant, la NSTT dit qu'ils produisent aussi des trucs. Mais il n'y a pas longtemps déjà, il y a déjà des ruptures de filatures, ce qui cause un peu de problèmes à ce type de femmes. Mais on s'est approché, j'ai déjà fait des tenues avec ces tissus et je pense qu'il reste encore du boulot à faire. On peut se lancer là-dessus, mettre un peu d'argent, produire, mais pour que ça puisse être consommé, il y a tout un autre travail. On a besoin d'appui, par exemple, politique. On n'a pas de stars aujourd'hui ici qui peuvent très vite pousser ce genre de tissu, mais ici chez nous c'est la politique et puis il faut qu'elle agisse. On a déjà commencé, mais on a trouvé que c'était difficile de faire ce genre de boulot seul. Voilà. Merci, nous sommes au terme de cet entretien. C'est ça. Qui était d'ailleurs très riche pour moi. Et c'est également la fin de notre émission. Wow. Merci une fois de plus Hissène Adamou Camara. Merci beaucoup d'avoir été là et répondu à nos différentes questions. Vraiment, c'est un plaisir de clôturer une émission pareille. Je ne savais pas que c'est la fin aujourd'hui. Merci de m'inviter. Merci à tous les techniciens qui ont rendu le travail possible et à ceux qui sont à la régie, qui font en sorte que la magie s'opère.
Merci à toi qui as tenu l'émission en main du maître. Vraiment, grand merci à toute l'équipe et je suis content. Merci, on espère te revoir une autre fois sur ce plateau pour échanger également toujours autour de la mode. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Rendez-vous très prochainement. Au revoir.